Voilà, donc on est ici pour inaugurer les travaux de réhabilitation de la résidence Camille Coechlin. Petit débat sur doit-on dire Camille Coechlin ou Camille Coechlin. Que dites-vous les locataires? Ah oui, bravo. c'est unanime. Donc il semble que c'est cela. Et en tout cas, Camille Coechlin était un industriel qui est venu je dis parce que ça peut donner une indication d'ailleurs là-dessus, qui est venu d'Alsace. Alors c'était à la fin du 19e, hein. Donc au moment du début de Gilet, enfin le premier d'ailleurs Gilet, François Gilet, et c'était un industriel du drap, voilà, donc c'était du textile, et je pense que on doit bien connaître son histoire, moi je ne la connais pas vraiment, mais s'il est vu ici, je pense que c'est lié aussi au textile. C'était une des premières usines qui fabriquait des draps, mais qui était en Alsace, et puis ensuite il est arrivé ici, je ne sais pas trop dans quelles conditions, et après comme il a dû être ici, son nom a été donné à une rue de Villeurbanne, et on parle aussi de la résidence Camille Coechlin, parce que c'est la rue dans laquelle elle se trouve. Donc je ne vais pas trop vous parler des travaux de réhabilitation, parce que je vais en laisser la responsabilité à M. Delorme et à travers lui à l'OPAC du Rhône. Simplement dire quelques mots, parce que c'est une opération que moi j'ai suivie depuis longtemps. L'OPAC du Rhône est devenu propriétaire ici de ces immeubles en 99, hein, je crois, on en a parlé tout à l'heure. Et avant, j'ai appris que c'était la RIL, le Régie immobilière lyonnaise. Je pense qu'avant, il y en a eu sans doute d'autres. Voilà, on apprend, c'est ça. Et l'OPAC du Rhône s'en est porté propriétaire en 99, donc ça fait, disons, à peu près 15 ans aujourd'hui. Finalement, il a anticipé à cette époque-là ce qu'on fait avec d'autres bailleurs sociaux quelquefois, qui est de prendre des résidences quelquefois dans lesquelles les propriétaires ne sont pas toujours en situation de faire face à leurs obligations de propriétaire. Je ne sais pas quelle était la situation là, mais en tout cas, ce qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait quand même pas de chauffage collectif, hein, on a vu, donc c'est un chauffage individuel, laissé à l'appréciation des gens, donc c'était des petites poêles, des chauffages électriques, enfin on imagine tout ce qu'il pouvait. Chacun était libre de se chauffer comme il voulait, voire même de mal se chauffer sans doute quelquefois. Et l'OPAC du Rhône donc, est devenu propriétaire en 99. Il y a sans doute eu des travaux qui ont été faits, mais l'opération véritablement de réhabilitation qui nous conduit aujourd'hui, elle a été conçue à la fin des années 2000, voilà, je ne me trompe pas. Et les grands engagements ont été faits à partir de 2009-2010 jusqu'en 2014 à peu près, hein, c'est environ ça. Donc ça fait 4 ans. M. Guillaume disait c'est long, moi aussi, parce que je me rappelle les premières fois où on était venus, non mais c'était pas du tout un reproche. Et c'est vrai que c'est une opération d'importance. Les immeubles méritaient en plus, on dirait quelques mots par rapport à leur situation patrimoniale, vraiment un regard et une attention particulière, donc il ne s'agissait pas de faire n'importe quoi. Donc il s'agissait de réhabiliter tout en prenant soin un petit peu de garder ce patrimoine que constituent ces immeubles. Et je crois que ça a été vraiment très très bien fait, hein. On n'est pas là simplement pour s'envoyer des fleurs, mais en même temps, c'est une réhabilitation qui est remarquable, et ce qui vient de se terminer maintenant et qui donne quand même en plus un cachet particulier, on en avait parlé, c'était tout l'arrière, si on peut dire, des immeubles, qui n'est pas du côté de la rue, qui était initialement, comme pour des immeubles qui étaient construits, ce sont des immeubles qui ont été construits à la fin du 19e siècle, hein. Je ne sais pas la date exacte. 1893. Merci, voilà, 1893, et il y avait déjà des jardins ouvriers, je ne sais pas si on les appelait comme ça, mais en tout cas c'était des parcelles pour que les personnes qui étaient logées puissent compléter aussi un peu de revenus, hein, à travers une production de légumes, enfin des choses qu'on pouvait manger, voilà. Et il y a aussi donc cette histoire patrimoniale, on la retrouve à Villeurbanne dans d'autres immeubles postérieurs d'ailleurs, où on retrouve aussi ce principe des jardins ouvriers, ou en tout cas des jardins d'habitants en plus. Ici, même si les habitants étaient souvent des ouvriers, donc on peut faire la confusion. Et c'est vrai que quand vous en êtes devenu propriétaire, moi j'étais venu, c'était peut-être avec vous, enfin, je ne sais pas à quelle occasion on avait visité ça, on avait quand même une vue à l'arrière qui était vraiment très obsolète, enfin, il y en avait plus beaucoup de parcelles étaient exploitées, donc on avait des cabanes qui étaient à l'abandon, donc on avait un arrière qui était en très mauvais état, alors qu'on voyait vite qu'il y avait des vraies possibilités d'améliorer le paysage. Voilà. C'est ce que vous avez fait, donc je félicite l'architecte, parce que il y a à la fois, je disais, on est presque aujourd'hui dans un paysage qui a un caractère public, hein. Alors certes c'est privé parce que c'est l'OPAC, mais la perspective qui va de la rue
d'Amido, merci Didier, presque perso, parce que d'ailleurs on est au Carrefour, et jusqu'à la rue du 4 août, c'est quand même une belle perspective, on a l'impression d'être dans un espace public. Il a bien changé le quartier. Et voilà. Donc c'est vraiment... Il y a 86 ans que j'habite le quartier. Et bien alors, vous voyez, donc c'est encore plus que Madame Liattard. Et donc, cet aménagement qui a été fait derrière, c'est pas la cerise sur le gâteau, parce que c'est une belle cerise sur un beau gâteau, mais en tout cas, en y retrouvant des cabanes de jardin, en y retrouvant les eaux pluviales, j'ai cru même que les récupérateurs d'eau pluviale, ils étaient en grès, mais on m'a dit que c'était du plastique, mais ça ressemble tellement, je ne suis pas allé voir de près. Et puis des locaux collectifs aussi, le locaux pour les vélos, l'entrée ici pour les poubelles, alors, et surtout donc de retrouver le principe de parcelles, qui sont mis à la disposition, à la location tout de même, puisqu'il faut qu'il y ait une participation, mais elle reste quand même assez modeste. Je crois qu'elle est de 20 € par mois, en priorité aux locataires. Si en reste ensuite, ça sera peut-être des locataires d'autres immeubles de l'EPAC, vous en avez un certain nombre autour, puis peut-être aussi du quartier. Donc ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, je pense que beaucoup de ces parcelles vont être cultivées, donc on va avoir un paysage. Donc je vais vous donner quelques conseils, il faudra peut-être qu'il y ait un petit bureau, une organisation, parce que il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas planter son sapin de Noël au milieu de sa parcelle, par exemple, vous voyez, parce qu'après, quand il y a des arbres, les jardins, c'est moins bien, et puis il faut sans doute aussi... Mais la ville vous accompagnera, je vous le dis, à l'EPAC, parce qu'on a... Il se trouve que ce soir, là, on va accueillir comment ça s'appelle, on l'appelle Fleur de Ville maintenant, avant les balcons fleuris, et avec le service paysage et nature, on a une personne, Peggy Carton-Vincent d'ailleurs, qui accompagne tous les particuliers ou tous ceux qui veulent apprendre des gestes un petit peu de jardinage, gestes écologiques, puisque maintenant on essaye, non seulement on essaye, mais on y arrive à ne pas utiliser de pesticides, de phytosanitaires. Donc je dirais qu'il y a un accompagnement pour les jardiniers. Il y a même d'autres jardiniers de Villeurbanne qui accompagnent quelquefois. Donc il y a un espace, je dirais, pédagogique de jardinage que nous mettons à disposition à Villeurbanne. Et ici, enfin, je le dis aux responsables de l'OPAC et à ceux qui viendront, on amènera, non pas l'ingénierie, mais l'accompagnement nécessaire. Voilà. On ne va pas faire n'importe quoi. Chacun est libre sur sa parcelle d'une certaine manière, mais en même temps, on est quand même dans un collectif, donc il faut respecter un certain nombre de règles entre voisins au niveau des jardins. Voilà. Pour la réhabilitation, M. Delorme nous le dira, on l'a vu en visitant l'appartement, je ne rentre pas dans le détail, mais ce sont des détails qui sont importants, sur l'isolation, le chauffage collectif. Nous venons de dévoiler une plaque, donc je vais parler un petit peu plus de ce que nous avons amené un peu en plus, de l'attention que nous portons à des immeubles comme celle-ci. On a déjà depuis quelques années à Villeurbanne, ça avait commencé un peu avant, mais je pense que le mouvement s'est beaucoup amplifié depuis le début des années 2000, porter une attention particulière à ce qui est le patrimoine de cette ville. Donc Villeurbanne est une ville du siècle dernier. Donc avant 1800, encore ces immeubles témoignent finalement en étant à la fin du 19e. C'était un village, disons, jusque 1850 environ. Puis cette ville est devenue ville essentiellement au XXe siècle et un petit peu avant. Et donc on a un patrimoine évidemment qui n'est pas de même nature que ce qu'il y a à Lyon, dans le quartier Saint-Jean par exemple. Même si le nom de Villeurbanne fait référence à Villa Urbana, et il y avait un village avant, mais ce n'était pas quand même très très important. Et donc il faut qu'on ait une politique patrimoniale qui soit adaptée à ça. Beaucoup des immeubles qui sont là constituent ce qu'on appelle un patrimoine premier, c'est-à-dire qu'ils ont été construits sur la terre et il n'y a pas de dessous. Si on creuse, on ne va pas retrouver, comme à Lyon, dans certains quartiers, uniquement des traces de forums avec d'autres habitations. Mais c'était le moment, et à partir des années 2000, on a veillé à ce qu'il n'y ait pas de destruction qui soit abusive, ce qui s'était passé quand même avant. Sans être trop long, je cite un exemple qui était les usines Lafont, où il y a le collège de Louis Jouvet actuellement, où il y avait, aujourd'hui on aurait à refaire un collège ici, on aurait sans doute gardé des traces des usines Lafont, il y avait une très belle entrée avec des carrelages, et à l'époque on se souciait, c'était à Lyon, période Pradel, je veux pas chacun a droit au respect, mais en même temps on était assez peu soucieux quand même de ce qui était avant, et à Villeurbanne aussi, c'était un peu la même ambiance.
Et on a quand même démoli un certain nombre de bâtiments dont on ne voyait pas l'intérêt à l'époque, alors qu'en fait, aujourd'hui, bien réhabilité, on peut y trouver quelque chose. Ça raconte aussi l'histoire de cette ville. Et on a à côté un exemple inverse, qui est celui des usines Bailly, qui ont été créées aussi à la fin du 19e, début du 20e, qui auraient pu être démolies à un moment donné, et où on a pu, sur le bâtiment le plus remarquable, celui qui est le long de la rue du 4 août, le préserver, trouver un opérateur qui en fasse son affaire, qui installe évidemment des bureaux d'aujourd'hui, on y a le tribunal d'instance, donc ça a aidé aussi un petit peu, hein, et ça fait qu'on garde comme ça des éléments forts du patrimoine industriel de Villeurbanne. Autre exemple, et je ne citerai peut-être pas d'autres, mais le pôle Pixel, qui est par nature aujourd'hui un lieu qui est consacré à la modernité, à travers l'image, à travers le numérique. C'était avant les grands moulins de Strasbourg, et on a pu conserver, ça n'a pas été non plus très facile, deux éléments architecturaux, dont notamment la tour de la minoterie, qu'on voit très bien quand on prend le tramway. Donc voilà, c'est l'effort qu'on a engagé depuis maintenant, plus de 15 ans, et qui, je trouve, porte ses fruits. Alors ici, on est avec un patrimoine d'habitation, et très ancien, enfin, un des plus anciens de Villeurbanne. Et ça rejoint aussi un peu l'histoire de l'habitat social, même si ça ne plaît pas comme ça à ce moment-là dans cette ville, puisque sur ce territoire-là, ben, c'était les usines Gilet qui occupaient 13 hectares. Hein. Il faut quand même se représenter ce que ça pouvait être à l'échelle d'un quartier, c'est-à-dire pratiquement des deux côtés de la rue Flachet, c'était les usines Gilet. Enfin, vous voyez, 13 hectares, c'est considérable. Et plus que ça, voilà. Certains ont vu encore des usines avant qu'elles soient démolies, puisque les dernières, JB Martin, où il y a l'espace des droits de l'homme, moi je l'ai connu un peu, voilà. Et ça raconte aussi l'histoire de l'habitat, puisque Villeurbanne était déjà une ville ouvrière. Il n'y avait pas de logement qui était prévu pour les ouvriers, donc c'était un peu à la combine. Il y avait des cabasses, c'était vraiment sans doute, sinon du bidonville, mais pas très loin. Hein. Et il y a eu quand même des entrepreneurs, du patronat, comme on dit, dont notamment c'est le cas de Gilet, qui ont commencé à se soucier du logement de leurs ouvriers. Et ici, on en a tout à fait un exemple. Parce qu'aussi, peut-être, ils pensaient que si les ouvriers étaient bien logés, ils travaillaient mieux après, donc voilà. Et d'ailleurs, ici, on voit qu'ils ont dit qu'ils logeaient leurs meilleurs ouvriers. Donc, qu'est-ce que c'est, meilleurs ouvriers? On voit bien qu'il pouvait peut-être avoir une certaine sélection. Et puis, il n'y avait pas non plus d'ouvriers étrangers qui étaient logés. Et à l'époque, les étrangers, c'était essentiellement des Italiens et des Espagnols. Donc, il y avait quand même, je dirais, un contrôle social qui existait à travers ceux qui avaient la disposition du logement. Ils louaient en même temps, hein, ils n'étaient pas non plus logés gratuitement. Et donc, tous les premiers habitats un peu organisés à Villeurbanne, collectifs comme celui-là, c'était les patrons d'usines, hein, qui logeaient leurs ouvriers, pas tous, hein, pas tous. Et puis c'est seulement après, à partir des années 20, et là le Pacte du Rhône est aussi aujourd'hui dans le coup, si on peut dire, que la collectivité, la municipalité, a commencé à réaliser des HBL, habitation à bon marché, enfin à aider à la réalisation. Et vous avez, il se trouve que c'est la rue Pierre-Cacquart, qui n'est pas très loin d'ici, hein, qui elle date de 30 à peu près. Henri Leguet, c'est un petit peu plus loin, c'est de l'autre côté du Puy-sur-Brosse, quoi. Les immeubles Gilet, c'est pas vous, c'est des copropriétés. Enfin non, mais ceux de la rue Flachet, un peu plus loin. Donc la collectivité, à ce moment-là, a commencé à s'engager, si on peut dire, à produire du logement pour les ouvriers, ou en tout cas de l'habitat social, même s'il n'y avait pas seulement. Puis bien sûr, il y a eu la grande opération des gratte-ciel, je ne vais pas en parler beaucoup, mais de 30 à 34, mais qui correspondait à la même problématique, c'était de produire du logement. Voilà. Et ces 7 immeubles, il y en a 7, hein, sont représentatifs de cette première époque. Ils sont tellement représentatifs qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, quand il y a des journées du patrimoine, il y a des visites qui sont organisées. Donc vous habitez ici dans des monuments, hein, voilà, je le dis pour les gens. Il faut qu'ils soient habités, mais en même temps, je pense que c'est bien parce que ça donne aussi le respect de là où on habite, et ça donne de la considération d'habiter dans des immeubles comme ça qui ont une histoire comme celle-ci. Donc c'est important. Et là, la famille Gilet, je fais une petite digression ou un petit détour, donc s'est installée à la fin du 19e siècle. C'était
la famille Gillet, c'est une saga impressionnante. Hein. Ça a commencé avec François Gillet qui est venu de Bully, je crois, dans le département du Rhône. C'est lui qui a commencé à développer l'entreprise. Ensuite, il a eu plusieurs fils. Le plus important, celui qui a repris l'entreprise, c'est Joseph, je crois, Joseph Gillet. Et c'est à ce moment-là, c'est au temps de Joseph Gillet d'ailleurs que se sont construits ces immeubles-là. Puis après, il y a eu encore Joseph Gillet, 3 enfants, dont l'un a donné au niveau industriel Progil, hein, on l'utilise plus beaucoup maintenant, c'est Péchinet Progil, mais ça évoque sans doute quelque chose. L'autre il y a eu surtout l'Empire de Poulenc, voilà, essentiellement l'Empire de Poulenc. Et il y en a un troisième, c'est un troisième fils Gillet qui a monté la TAS à Vaux-en-Velin, c'est-à-dire la société textile artificielle, voilà. Donc vous voyez, c'était un empire industriel, voilà. Et puis c'était ce qu'on appelait du patrimoine social chrétien, par certains côtés, enfin je veux dire, il y avait une vue un peu paternaliste. Ils ont traversé l'histoire de cette ville, enfin je parle de cette ville ici, de l'agglomération, avec des périodes heureuses, des périodes un petit peu plus difficiles. Mais en tout cas, c'est eux qui ont été à l'origine des immeubles qui sont là. Donc, on peut dire que les immeubles qui sont là ont fait figure de précurseurs en matière d'engagement du patronat de l'époque dans le logement. D'où quand même aujourd'hui une histoire on est en 2015, donc on est plus de 100 ans, hein, 120 à peu près. On n'a pas tant de bâtiments à Villeurbanne qui ont cet âge aussi vénérable, donc il faut leur porter une attention particulière, et c'est ce qui a été fait ici, d'où cette plaque mémoire, et je termine par là, qu'on a installée ici, lundi je crois que c'était, hein, c'est-à-dire hier, voilà. C'est bien ça, on est mardi. Comme on l'a fait on commence à le faire dans d'autres sites de Villeurbanne, on a déjà posé 2. Une sur la place Chanoine-Boursier, qui est une plaque hommage au curé Boursier, qui a été exécuté à la Libération et brûlé dans le massacre de Saint-Genis-Laval, emprisonné à Montluc, exécuté, puis ensuite brûlé avec d'autres. C'est un massacre de Saint-Genis-Laval en 1944, peu de temps avant la Libération. Et puis une autre pour un épisode qui est moins connu à Villeurbanne, qui est dans le quartier des Brosses, pas très loin de Le Guet d'ailleurs, puisqu'on citait tout à l'heure, qui est à la mémoire d'ouvriers indo-chinois qui sont venus contre leur gré pour l'essentiel, en tout cas qui ont été prélevés, si on peut dire, en Indochine à l'époque, on appelle des combines, des ouvriers soldats, et qui étaient venus ici à la veille de la Seconde Guerre mondiale pour en fait travailler dans les usines, parce que comme les Français étaient mobilisés et engagés ensuite, donc il y avait besoin de main-d'œuvre, et qui sont restés après dans des conditions très très difficiles pendant toute la Seconde Guerre mondiale, voire même au-delà, et il y en avait un cantonnement à Villeurbanne, c'était à Brosses, du côté des Brosses. Et donc cette histoire a été réexaminée, elle est ressortie il y a quelques années. Donc on a voulu aussi marquer un témoignage de cette population. Certains sont restés, d'ailleurs quelques-uns comme toujours se sont mariés avec des Françaises, donc on a aujourd'hui quand même une trace de cette présence indo-chinoise, comme on disait à l'époque, vietnamienne en fait, ici à Villeurbanne. Voilà, et puis on a cette troisième plaque mémoire, ici, qui elle est liée à ce que je viens de dire, donc au logement ouvrier, la façon dont ça a été conçu dans cette ville. Et c'est bien, globalement, dans une ville, on souhaite que toutes ces traces qui ont constitué la ville, qui font aujourd'hui notre histoire, notre identité, on souhaite évidemment non pas mettre la ville sous cloche, ce qui n'aurait pas de sens, parce que ce patrimoine, il faut qu'il soit habité aujourd'hui, il faut qu'il vive, que ce soit du patrimoine industriel avec de nouvelles activités. L'habitation, il faut continuer d'y habiter, on n'est pas dans les châteaux de la Loire, comme je dis, hein, donc on ne va pas avoir des visites tous les jours. Mais en même temps, on voit bien qu'on peut lui donner aujourd'hui une réalité dans la vie d'aujourd'hui, tout en gardant des traces patrimoniales qui font son intérêt. Voilà, c'est ce qui a été fait ici par le PAC, pour l'essentiel, pour nous un peu en accompagnement, et pour le mettre aussi dans le récit de la ville, hein, pour donner tout son sens à la réhabilitation. En tout cas, vraiment, je reviens, c'est une très très belle réhabilitation que vous avez faite ici, à la fois sur les bâtiments et sur les espaces, et je trouve que c'est vraiment à remarquer, et c'est tout à fait remarquable. Donc on essaiera aussi au niveau de la ville de la valoriser le plus possible et le mieux possible. Voilà, en tout cas, bravo à l'OPAC, bon, bravo aussi aux locataires qui ont eu à subir un petit peu une période de travaux, et puis bravo à nous tous.